pas évident pour moi de reprendre la main après cette nouvelle. Les décrets, on peut aussi à votre conseil et la recherche. On va reprendre nos travaux, on va prendre 10 minutes à 15 heures pour se faire un retour de chaque atelier, justement les ateliers liés aux 3 thématiques. On donnera aussi la parole à Joël pour qu'il nous fasse un petit retour de ce qui a été vécu dans le groupe formateur, avec la recherche du formateur, des expériences qu'on avait fait ensemble. Ça sera le premier temps, et le deuxième temps, on donnera la parole à nos 2 charmantes dames, Wafa et Fiona, avec qui on a travaillé sur la convention partenariat, son projet, on vous le présentera. On l'enrichira, l'idée c'est aussi que j'ai repris cette dimension d'échange, de réflexion avec vous. Et après, on va penser qu'il y aura une signature, peut-être ce soir, peut-être demain. On fera le mieux possible par rapport à ce projet pour vous. Voilà. On commence, je le prends au hasard, peut-être le groupe sur l'aventure, parce que c'est mais aussi l'aventure. L'aventure. Il y a là. Allez, l'aventure. Source de quiétude. Donc, on va parler de l'aventure du scoutisme. Et pourquoi on a choisi l'aventure? Tout d'abord, il faut fixer le but. Le but, l'aventure doit être réintégrée dans notre pratique. Du fait qu'elle est source forte de progression relationnelle, physique et psychique, au niveau personnel et collectif. Et pour se lancer dans l'aventure, on devra suivre les étapes suivantes. Une chose que l'équipe existe et il y a un responsable. Le responsable le responsable doit poser plusieurs questions. Son but, comment réussir le projet à tous les niveaux. Et une deuxième question, avec moins de degrés de risque. Comment réussir le projet à tous les niveaux avec moins de risque. Donc la première phase, c'est l'émergence du projet. C'est comment faire un concept. Tout d'abord, en posant la question suivante, c'est quoi l'aventure pour vous, pour l'équipe? Et à travers cette question-là, par conséquence, il y a un échange qui va aboutir bien sûr au choix de l'aventure en tenant compte du cadre de réglementation, et ça, c'est le rôle du responsable. C'est le moment où on apprend aux scouts comment confronter le rêve et la réalité. Dans cette étape de choix, l'enfant apprend à négocier et défendre sa proposition. Deuxièmement, accepter que son idée n'est pas retenue pour le moment, et c'est là le rôle du responsable. Le rôle du responsable, c'est de réadapter. Il réfléchit, il doit réfléchir à le réadapter dans le cadre de réglementation. Parce que c'est difficile de faire. Donc,
suis là pour bien manger. La deuxième étape, c'est la préparation. Le choix est fait. Donc la question qui se pose, quels sont nos besoins à l'école? Comment s'organiser une équipe pour y parvenir? D'où le rôle du responsable, qui, premièrement, les aide à identifier les besoins et identifier les rendre avec eux et les aider à compléter. Par conséquent, l'équipe va se charger de se fixer, c'est-à-dire va se chercher à répartir les tâches à plein gré. À travers cette étape, l'aventurier va apprendre l'initiative, acquérir des compétences utiles au groupe et partager ces compétences avec les autres. Dans cette étape, le responsable rappelle et veille à la mise en œuvre du choix et il donne de la place pour essayer. Et on va entrer dans la troisième étape pendant l'aventure. Et c'est le rôle important, bien sûr, du responsable pour assurer, premièrement, l'accompagnement vers la réussite, la bonne marche de l'aventure et être source de quiétude. Nina. Bravo. Donc, à travers un suivi indirect, bien sûr, à travers un suivi indirect, notez bien, parmi les tâches réparties entre l'équipe, il y a la documentation, bien sûr. Chaque étape, on doit laisser une trace pour porter le bilan après. La quatrième étape, c'est la phase du retour, et c'est très important, c'est l'étape de l'évaluation. Et cette étape a pour but de, premièrement, identifier les acquis collectifs et individuels à une question ouverte. Comment trouver la culture? Et c'est là encore le rôle du responsable de montrer que tous les membres de l'équipe ont progressé physiquement, psychiquement et relationnellement. La dernière question qui va se poser à l'équipe, c'est « et après ?» Et il faut rebondir vers une nouvelle aventure. C'est ça le mot. Merci à vous. On va passer au groupe développement durable pour poursuivre cette aventure. On finira par l'engagement des responsables. Ah oui. حاطط عليك غير الكراوي اللي حاطط عليك مزيان. Alors, Mathilde, c'est à vous, Mathilde. Alors, hier, Il y a Mathilde qui parle. Donc hier, on a recensé nos besoins et on a fait la convention d'ajouter des... on s'est dit qu'on avait besoin de travailler en premier sur la compréhension du concept de l'environnement. Donc, on est parti sur un plan sur 3 ans. Le principe global, c'est de penser globalement pour agir localement. Pour qu'on arrive à la fin de ces 3 ans, finalement, à penser localement pour agir globalement. Donc, comment on va arriver à ça? On part de l'objectif stratégique qui est de produire un document. Ça, c'est l'objectif final, quel qu'il soit, en tout cas, qui sert à chaque association, donc c'est chaque association. On ne sait pas encore, mais c'est un document écrit. Donc,
d'engagement, de réflexion et d'action. Tu peux parler aussi. Donc du coup, on a découpé ça entre 3 ans. La première année ne dure pas 12 mois, mais 7 mois, qui permettent au groupe de réflexion d'anticiper sur les actions à mettre en place, de réfléchir avant de lancer directement une action. C'est bien ça? Ouais. Donc la première partie, c'est de constituer un comité de pilotage. Donc ce qu'on a un peu fait, on a commencé. On a fait que toutes les personnes présentes dans le groupe s'engageaient à réfléchir et à prendre part à ce comité. Et on allait ouvrir ce comité de réflexion pilotage à des experts sur le développement durable et sur le concept. C'est ça? Et les scientifiques, toutes sortes d'experts. Toutes sortes d'experts, soit internes à l'association, externes à l'association, soit des comités scientifiques. On va apprendre de tout. Voilà. Du coup, on va initier les réflexions pour pouvoir comprendre ce concept, donc grâce aux experts. Après, on va amorcer une réflexion sur comment est-ce qu'on va transmettre. Il faut que je parle doucement. Lentement. Si vous ne comprenez pas, vous m'interrompez. Donc, on va amorcer une réflexion sur comment est-ce qu'on va transmettre tout ce qu'on a compris au reste de notre association et à l'extérieur de notre association, donc aux partenariats, aux partenaires, aux politiques, tous les partenaires possibles. Et à la fin de cette année, on va faire une rencontre. Donc de ce comité de pilotage, qu'elle soit physique ou non. Donc dans quel cadre, on va aussi réfléchir à cette rencontre. Est-ce que c'est nécessaire qu'on le voit physiquement par rapport à la vie? On ne sait pas. Et donc au cours de cette année, à la fin, on va annoncer la suite au local, c'est-à-dire au reste de notre association. Donc c'est l'annonce d'un camp vert en 2014. C'est-à-dire, après, il faut ramener des objectifs qualitables et quantitables. Combien le nombre de camps on va faire de camps verts pour nos deux associations. Donc, on fait l'annonce au terrain. Voilà. La deuxième année, une fois qu'on a compris le concept du développement durable, qu'on a les bases, on est part ensuite à la phase de conscientisation du public. Conscientisation, c'est l'apprentissage par et pour les personnes donc ensemble. C'est la prise de conscience collective sur le concept du développement durable. Donc toute l'année, on va travailler là-dessus en fournissant des documents, on transmet. Et on va aussi faire un accompagnement pour les camps verts. On accompagne les groupes qui sont déjà au courant, comment est-ce qu'on va monter un camp vert, comment est-ce qu'on fait. Et la troisième année, c'est la capitalisation. Donc on récupère toutes les données et on va se réunir ensemble pour construire un document. Donc ce document-là qui sera à la tête de la réflexion et l'action. Donc bien sûr, nous on a établi un plan d'action sur 3 ans. Et ce n'est qu'un commencement puisqu'on est dans le durable, donc c'est juste une base pour continuer à agir, à réfléchir ensemble. Est-ce que tu as des choses à rajouter? J'espère que tout le monde a bien compris. Qu'est-ce que Et on va finir cette retransmission des ateliers. On voit qu'il y a un lien entre le premier et le deuxième. C'est aussi une aventure. Ça s'inscrit cette ligne-là. Et la source d'inquiétude était là. Au groupe sur l'engagement responsable, on fait faire un petit retour. Et ensuite, je donnerai la parole à Wamba et je Alors, donc, par rapport à ce qu'on disait hier, ce matin, on a travaillé sur l'utilisation de la symbolique dans les outils de progression et sur la qualité des jeunes, à accueillir et accompagner les jeunes. Alors, il faut savoir, comme on disait tout à l'heure, on a beaucoup sur l'échange de pratique. Plus une construction commune, puisqu'on s'est rendu compte quand même qu'on avait des approches différentes, et que d'abord, il fallait qu'on développe ça et un peu. Alors, on est revenu sur les parcours de formation et
l'accompagnement du jeune. Pour clarifier, parce que bon, on l'avait un peu abordé hier rapidement, donc juste pour rappel, chez ceux marocains, donc la deuxième bûchette correspond au chef d'unité, la troisième bûchette au formateur, et la quatrième bûchette au directeur de stage. Ils font un CV, ils joignent des attestations, et pour passer leur bûchette, il y a un écrit, une sorte de mémoire en fait. Il n'y a pas d'outil spécifique de suivi en fait. Chez les EDF, on rappelle, on a un premier degré animateur, un second degré. Alors, le premier degré, 2 temps théoriques, 1 temps pratique. Le second degré, 2 temps théoriques, 2 temps pratiques. Sachant qu'on attache beaucoup d'importance aux EDF sur la notion de stagiaire. On est stagiaire et on essaye d'assurer un accompagnement individualisé. Et on a un outil, on a présenté un outil par exemple à la formation de formateur qui permet de suivre le stagiaire dans son cursus en fait. Alors, ce qu'on a quand même noté aussi, c'est que chez les scouts marocains, il y a plus un système hiérarchisé avec l'importance du statut et de la fonction qu'on occupe. Et quand on accueille un jeune, en fait, ça va être un élément motivant. Alors chez les EDF, comme on n'a pas ça, on a justement une un peu peut-être de motivation, de donner de l'envie, parce qu'on est vraiment sur la motivation uniquement par le projet. Mais en fait, quand on est jeune, c'est un peu compliqué. Alors que chez les scouts marocains, c'est plus sur la durée qu'on va appréhender le projet, quand on va grandir et suivre ce qu'on parlait du chemin scout. Du coup, peut-être que l'élément de base qui va être motivant, ça va être effectivement l'envie de grandir et d'accéder à certaines fonctions et avoir un certain statut dans l'association, ce qui compte. L'intégration des jeunes chez les scouts marocains nous a semblé intéressant, quel que soit l'âge à laquelle ils arrivent, ils passent par les pionniers. C'est les aînés, c'est-à-dire qu'ils vont vivre d'abord en tant que participants, jeunes, quel que soit à peu près leur âge, ils vont passer par cette phase-là. Donc ce qui leur permet quand même de leur laisser un temps d'appréhender, de comprendre. Alors chez les EDF, finalement, on peut lâcher le jeune qui débarque directement en position d'animation face à des jeunes enfants. Donc l'accueil est quand même plus cadré chez les scouts marocains et du coup peut-être plus sécurisé. Après, justement, il va pouvoir accéder, le jeune marocain, à des formations. Il y a un temps d'observation, il y a une remise de foulard officielle, et puis il y a l'envie après de se former pour accéder à un statut qui lui permet de grandir et puis de poursuivre son chemin, sachant que chez les scouts marocains, il y a quand même une forte importance de tout ce qui est dans les projets d'utilité sociale. Voilà, qui motive aussi. On participe à des projets d'alphabétisation, de réhabilitation des bâtiments, dans des arbres, etc. Alors que c'est vrai que chez les équipes, on a moins ça. On est vraiment plus en niveau d'éducation auprès des jeunes, on a encore beaucoup à construire sur les adultes. Voilà, on est vraiment plus. Je dirais que ça m'a un peu plus fait penser finalement les scouts marocains à la logique un peu d'une ONG. Voilà, où on a plus sa place tout au long de sa vie et on est beaucoup plus implanté dans l'utilité sociale de la société. Voilà, qu'est-ce qu'on veut dire d'autre? Alors, on a noté quand même les différences de vocabulaire, c'est quand même révélateur d'un fonctionnement peut-être différent. J'ai parlé tout à l'heure de l'importance du statut chez les scouts marocains. C'est vrai qu'ils utilisent le terme de chef, le terme de tous ces termes-là. Quand nous, finalement, on n'utilise plus du tout ces termes-là, qu'on est sur du responsable, coordonnateur, etc. Le coordonnateur d'équipage, c'est celui qui fait vivre de façon collective une petite équipe. Alors, on a vu qu'on avait des approches différentes, mais on a quand même pointé des choses qu'on pouvait un peu aller chercher chez l'autre. Les scouts marocains ont noté des livrets de suivi qui permettaient un petit peu de relier tous les CV qu'ils font avec les attestations et d'en faire plus un cahier ou un outil qui peuvent les suivre tout au long de leur parcours. Nous, on aimerait retravailler
travailler effectivement peut-être sur le cadre symbolique, sur cet élément motivant, en le distinguant, en le séparant de la notion de hiérarchie. Voilà une petite piste qu'on conseille. Voilà, alors, ce qu'on a dit tout à l'heure en bilan, particulièrement par Daniel, que je trouvais très intéressant, effectivement, l'engagement, c'est des approches humaines, etc., différentes, et que c'est en vivant des choses ensemble qu'on arrivera à faire avancer et à travailler un peu sur cette notion-là. Voilà. Et que fallait vite des choses avant d'avancer sur cette thématique. Merci aux trois ateliers. Je crois que il y a une grande richesse dans ce qui est exprimé. Il y a une grande perspective pour la société, pour les sociétés. On a donné, j'espère, donner la parole à toi, pour faire un petit retour sur le groupe formateur, on va l'appeler comme ça, sur ce qui a été vécu, fait, et puis aussi le regard de demain. Bonjour. Donc, pour nous, notre atelier était maigre en qualité d'effectifs, mais c'était riche en matière de connaissances, d'échange d'idées, parce que le groupe a été formé, bien sûr, selon les fonctions qu'exercent les membres de l'atelier. Alors, au début, on a parlé du parcours de formation chez les deux associations. Après, on a parlé de l'évaluation. C'est le thème qui a pris, si vous voulez, l'enveloppe horaire la plus large de tout le travail. On a découvert que chez les EDF, il y a une approche qui s'appuie sur l'animateur, le participant, l'être, et non pas l'outil. C'est qu'on a découvert que chez nous, chez l'OSN, on a surtout l'approche du groupe. L'évaluation se fait au niveau du groupe, au niveau du stage, de tout le stage, et c'est, si vous voulez, c'est une approche qui est divergente, mais qui peut être enrichie l'un à l'autre, bien sûr, d'après ce que nous avons vu. On a bien sûr parlé de rôle et d'attitude des formateurs. Bien sûr, dans ce volet, on a parlé bien sûr surtout le rôle avant, et au cours et après les stages. On a parlé bien sûr de méthodes, les méthodes de formation qu'on peut faire appel au cours des stages, formations pour les adultes. On a cité quelques bonnes dizaines, quelques 20 méthodes. On a discuté soigneusement et calmement. L'une après l'autre, on a changé d'idée. Nous n'était pas. Bien, alors, les méthodes, bien sûr, on a parlé. Et ce matin, bien sûr, on a approfondi, si vous voulez, la discussion à propos d'évaluation, surtout dans le volet que nos amis des EDF, si vous voulez, adoptent avant, enfin, c'est pas avant, c'est au début du stage, au cours du stage et après le stage, surtout l'auto-évaluation, ce qui était nouveau pour nous. L'auto-évaluation qui ne se fait pas au niveau de l'ECM, voilà. Alors, pour finir, je dois avouer qu'on était vraiment devant des gens, je ne dis pas le mot de tout à l'heure, mais je veux dire qu'on était devant M. Renaud et Sylvain, des professionnels dans la matière, bien sûr. C'était riche pour nous et on a exprimé nos souhaits si vous voulez, d'avoir un futur meilleur pour élargir la discussion, pour étaler, si vous voulez. On a même proposé un thème qui, pourquoi pas, qu'on discutera, comment faire engager les jeunes à prendre en main la formation chez nous. Parce qu'on a exprimé que, moi personnellement, je sens que je commence à être vieilli, à être vieux pour faire
que chez vous, vraiment, on a senti qu'il y a le son de jeunes et de jeunesse. C'est notre Maroc, notre pays, demande un futur pour les jeunes. C'est pourquoi pas discuter entre nous comment peut-on intégrer, peut-on appeler aux jeunes de s'appliquer dans le mouvement pour garantir, Inch'Allah, le futur. Merci. Merci. On va, parallèlement au travail ce matin des ateliers et du groupe formateur, il y a eu un petit groupe qui s'est réuni, qui a commencé à travailler, à échanger sur un support à la convention de partenariat, de coopération entre nos deux associations. Ayant participé à ce groupe de travail et ayant entendu vos réflexions, vos apports, il y a certainement des choses qu'on va pouvoir inscrire dedans. Vous n'avez pas forcément pensé. C'est l'occasion de parler ensemble. Donc je vais laisser la parole à Ouattara et Frédéric qui vont présenter là où on est dans la réflexion. On l'enrichit, on complète. Et puis je redonnerai la parole à Adélac qui va clore notre rencontre. À Adélac et aussi à Bruno, je ne l'ai pas dit, mais Bruno va aussi revenir un petit bout. Voilà. Notre atelier, c'était une réunion avec un joli débat animé par M. Abdelhak, par Jean, par Didier, par Fiona et par Rotal. Et concernant la convention de coopération entre les éclaireuses et les éclaireurs de France et l'organisation du scout marocain. Le scoutisme, fidèle à ses principes éducatifs fondamentaux et fort d'une méthode éducative consolue, peut contribuer d'une manière significative à répondre aux besoins des jeunes dans des sociétés en changement. Le scoutisme s'est toujours intéressé depuis sa création, depuis plus de 100 ans, à contribuer au développement des jeunes en les aidant à développer pleinement leurs possibilités selon les principes du scoutisme et de la méthode scout. Compte tenu de ces principes généraux, les responsables de l'organisation du scout marocain, OSM, et les éclaireurs de France, EGF, se sont réunis lors des rencontres des 25, 26, 27 mai 2012 à Rabat, à Mamora, dans le but d'être ouvert au monde et de développer l'esprit d'échange, de partage, d'écoute, de construction commune, de partenariat et pour former des citoyens du monde, éclaireurs de paix. Ces conventions s'appuient sur les domaines de l'éducation et de la formation. La délégation de l'organisation du scout marocain OSM est représentée par M. Abdelhak Al-Arichi, commissaire général adjoint chargé des...